C'est l'exemple de ce qui nous m'est arrivé. Partir, j'enseignais en tant que professeur à l'université Omar Bongo, j'enseignais pendant plusieurs années la logique mathématique. La logique mathématique, je l'ai enseignée comme moi on me l'avait enseignée en France, à l'université de Bordeaux, le professeur que j'avais, qui aujourd'hui sont disparus, il m'enseignait la logique mathématique comme on leur avait enseigné, l'école de Frege, l'école de Boulle, etc., pour montrer au fond comment construire une pensée la logique mathématique avec... Or, qu'est-ce que moi je trouve en enseignant la logique mathématique quand je suis à l'université Omar Bongo, à l'invitation du professeur Georges Delga, décédé, qui était alors le chef de département. Eh bien, tous les ans, on était, les premières années, il y avait une soixantaine d'étudiants, mais vers la fin, il y avait une centaine d'étudiants en première année. Et à la fin de l'année, on se retrouvait avec une quinzaine d'étudiants, au grand maximum. Et dans les quinzaines d'étudiants, il y avait 5 ou 6 ou 7 qui passaient en deuxième année. Alors, quand vous êtes prof, que vous avez un résultat pareil, bien, vous apparaissez très vite comme la terreur des étudiants. Et puis, il y a une sorte de satisfaction, je dirais, ridicule, qui consiste à ce que vous pensez que puisque vous enseignez une matière qui est difficile, c'est que vous-même vous êtes plus intelligent que les autres, etc., etc. Et très vite, je me suis senti mal avec cela. Je me suis dit, ces étudiants viennent pourtant tous du même substratum, ont été formés dans le lycée et collège, comment se fait-il que par rapport à ma matière, ils ne réussissent pas? Qu'est-ce que donc j'ai fait? Quelques temps plus tard, j'ai donc pu faire, en début de chaque année, je faisais un test pour évaluer le niveau de mathématiques de mes étudiants. Et bien, leur niveau de mathématiques, c'était, après le test, on voyait que c'était un niveau qui variait entre les niveaux de classe de 5e et de 4e des lycées et collèges. Comment voulez-vous que ces étudiants, qui n'avaient que ce niveau en maths, puissent valablement suivre un cours de mathématiques en première année de philo, qui est un cours de mathématiques en première année d'université? Donc, je me suis dit, ils ont eu des parcours différents qui n'ont pas permis qu'ils aient le bon niveau. Donc, ce n'était pas forcément de leur faute. Hein. Il fallait donc, et je me suis posé la question, si j'étais un bon professeur, je devrais trouver des outils qui leur permettraient de faire l'économie rapide de ce qui leur manquait pour réellement embrayer sur le niveau de première année de faculté en mathématiques, etc. Et ça n'a pas été facile, parce que, comme dans toute chose, on enseigne par routine, on enseigne par rapport à ce qu'on a appris, mais on n'enseigne pas avec ce type de questions. Et le professeur n'est pas forcément un magicien. Donc j'ai commencé par me dire, je devrais trouver un véhicule, quelque chose sur lequel j'allais pouvoir m'appuyer et qu'ils devaient tous connaître. Je me suis dit, pourquoi ne pas partir des jeux? J'ai donc cherché, fait des analyses sur les jeux, je fais des analyses sur les pièges, un certain nombre de choses, mais véritablement, je ne trouvais pas. Et puis, un jour, Eureka, alors que je jouais moi aussi au jeu de calcul au Songo, hein, je jouais au Songo depuis mon enfance, mais je n'avais jamais fait le lien, quand je jouais à ce jeu, qu'il y avait de la mathématique, qu'il y avait de la logique mathématique. Donc, le jour où j'ai eu la pensée de ça, je me suis donc mis, tout d'un coup, à jouer au jeu sur le papier, pour véritablement retenir les occurrences, pour pouvoir ensuite le traduire en mathématiques. Vous avez réussi à dessiner le jeu. À dessiner le jeu, à dessiner le tablier, très rapidement, à jouer, etc., avoir le coup par coup, analyser les parties. Et donc, quand j'ai fait tout ça, c'était très passionnant. Je n'arrivais plus à rien faire d'autre de la journée, parce que tellement je trouvais cela passionnant. Et puis après, j'ai commencé à traduire ces parties en formule mathématique. C'est là où ça devenait intéressant. Et donc, au bout de l'opération, quand je suis revenu l'année suivante, devant mes étudiants qui avaient tous pris le message de leurs collègues qui étaient en deuxième année ou qui étaient partis dans d'autres départements pour dire que la logique mathématique c'était très difficile, je leur ai dit écoutez, calmez-vous, je crois enfin avoir trouvé un véhicule que nous allons tous prendre et qui va vous permettre
de partir du niveau que vous avez pour atterrir assez rapidement à un niveau de première année de fac qui vous permet ensuite de continuer en logique mathématique. C'est ce que j'ai fait. Alors, je crois, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je crois que beaucoup de gens pouvaient passer là sans voir cela. Et moi j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir tomber sur un jeu comme ça, où j'ai montré toutes les occurrences, j'ai montré tous les isomorphismes que ce jeu pouvait avoir, qui avec la société, qui avec la pensée binaire dans les mythes, etc. Et montrer aussi toute la déclinaison mathématique qu'on pouvait en faire, et cela a permis à ces étudiants-là d'avancer. C'est ça, au fond, pour revenir à la question de l'intellectuel. Est-ce qu'il s'agit simplement de comprendre les choses pour l'action? Il y a aussi à comprendre les choses parce qu'il faut les comprendre et rentrer dans leur intelligence et de voir comment maintenant cette intelligence peut aider d'autres à mieux comprendre. Et par rapport un peu aux trois périodisations de l'intellectuel gabonais, avant les indépendances, des indépendances actuellement, quel bilan faites-vous? Est-ce qu'il y a eu progression, régression? En fait, quel bilan faites-vous par rapport à... Il y a eu au fond, parce que les choses sont devenues de plus en plus complexes, il y a eu au fond évolution. Mais avec cette difficulté que les intellectuels aussi ne disent pas toujours en public tout ce qu'ils font. Le volume de travaux faits, quelle est la production d'une université? La production d'une université, vous le savez, que l'université peut afficher, ce sont les thèses soutenues, ce sont les mémoires soutenues, ce sont les articles, les livres écrits par les enseignants de cette université. Or, est-ce qu'il y a un lieu où à Libreville on peut exposer cela? Est-ce qu'il y a un espace-temps où on peut exposer cela pour montrer à la société, voilà. Or, ce travail, je dirais, à part le jour de la soutenance d'une thèse ou d'un mémoire, eh bien, où il y a au fond la famille qui est là, mais il n'y a pas une diffusion à l'ensemble de la société pour que la société voit au fond de ce travail que l'université fait sur elle. Or, c'est ce travail dont on peut penser qu'il n'est pas énorme, mais dont je peux vous assurer qu'il est énorme. Par exemple, prenons par exemple l'Université des sciences de la santé et sa faculté de médecine. Depuis qu'elle existe, c'est plus de 600 ou 700 thèses qui ont été soutenues. Mais qui va les lire, qui va les traduire, qui va essayer d'en donner l'intelligence pour l'ensemble de notre société. Il n'y a pas beaucoup de gens pour le faire. La faculté de lettres ou la faculté de droit et sciences économiques, depuis qu'on y soutient des mémoires, que ce soit des mémoires de licence initialement ou des mémoires de maîtrise, des mémoires de master, etc., et des doctorats, eh bien là aussi pareil, cet ensemble de travaux n'a pas été valorisé. Et par contre, on a toujours eu tendance, et c'est un peu dommage, à valoriser les travaux qui sont faits ailleurs, mais qui concernent le Gabon, et pas forcément les travaux faits par les Gabonais, parce qu'on a tendance à se penser, oui, qu'il y a comme une sorte de lutte entre les populations gabonaises, qu'il y en a certaines qui devraient avoir le vrai label de scientifique et pas d'autres. Or, en réalité, c'est pas cette question qui intéresse les gens. Il me semble qu'à l'époque, aux années 80 et même aux années 90, il y avait des émissions radio ou télévisées où il y avait des concours de jeux de culture, jeux de société, et que de moins en moins au Gabon, on a ce type d'espace où effectivement les médecins, les philosophes, les historiens peuvent venir comme ça débattre de leur production scientifique, de leurs travaux universitaires, et de voir finalement ce qu'ils produisent dans leur laboratoire, et pour que ça soit débattu, soit connu par le grand public. Alors là, au Gabon, on a quand même une émission, je crois, qui est l'Agora, finalement, qui passe tous les dimanches, ou même là encore, c'est un peu du fourre-tout, parce qu'on a un peu des thèmes idéologiques, des thèmes politiques souvent, parfois religieux. Ça, c'est bien, mais est-ce qu'on a vraiment des émissions, enfin des espaces comme ça, ou des émissions de ce type, où on peut comme ça avoir... et avoir aussi au fond des gens qui interrogent, mais compétents en la matière, parce que avoir affaire à quelqu'un qui a un niveau Bac plus 1 ou Bac plus 2, qui interrogera un professeur d'université qui a 30 ans de carrière, c'est assez difficile. Donc là, c'est aussi un clin d'œil aussi quelque part au fond politique, pour dire il faut innover dans ce sens-là par rapport aux médias. Tout à fait, je crois que les médias doivent innover, je crois aussi qu'on doit trouver des espaces, qui ne doivent pas seulement être des espaces médiatiques, où les débats puissent être enclenchés, et les débats enclenchés de manière non passionnée, mais de manière constructive, pour que, je dirais, tout un chacun
puissent véritablement prendre conscience. Le débat sur l'éducation n'est pas un mauvais débat. C'est un débat fondamental, c'est un débat majeur. La seule difficulté, c'est que la plupart des acteurs, la plupart des parents veulent reproduire l'école qu'ils ont connue. Or, l'école qu'ils ont connue, ça leur a permis d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, mais ce n'était pas l'école dont on a forcément besoin pour demain. Pensez que quand on fait une réforme de l'éducation, on ne la fait pas pour les 5 ans à venir, on la fait pour les 20 ans à venir. Et donc, à ce moment-là, il faut véritablement, je dirais, bien mettre le train sur les rails pour que ça ne déraille pas et que surtout, ça puisse être véritablement, on puisse anticiper les vrais problèmes qui vont arriver. Je crois qu'il y a aussi un écueil qu'on reproche aux intellectuels gabonais, c'est l'idée du politique, de la politique, Oui. qui très souvent influence beaucoup, prend beaucoup d'ampleur dans les prises de décision, dans les prises de position, parfois des intellectuels, qui fait que finalement il n'y a plus cette distanciation critique. Est-ce que ce n'est pas aussi là quelque chose qui prend de l'ampleur au niveau du Gabon? Il y a, pas seulement au niveau du Gabon, c'est un problème, je dirais, mondial. La séparation entre le politique et le savant est une séparation toujours difficile, d'autant plus que le savant n'a pas toujours beaucoup de pouvoir, alors que le politique a du pouvoir. Vous savez, quand je dis que c'est un phénomène mondial, j'ai un ami qui me racontait une histoire il y a quelque temps, un ami qui était un intellectuel dans son pays de très très grand niveau et qui se retrouve en Angleterre avec 4 prix Nobel et un médaillé Fields. Et puis médaillé Fields, c'est le prix Nobel pour les mathématiciens. Et donc, 6 grands intellectuels du monde qui sont à Londres, et puis à la fin de leur réunion, il est 15 heures, ils sont logés dans un hôtel qui n'est pas loin d'un des plus grands musées de Londres, donc ils décident d'aller rapidement à pied et voir quelques œuvres. Quand ils arrivent à cet hôtel, il reste à peu près 30 minutes et ils demandent à rentrer. Et le gardien qui est là leur dit « Non, messieurs, vous ne pouvez plus rentrer, le musée va fermer. Moi, j'ai besoin... le musée, c'est le règlement, ce musée se ferme. » Alors ils leur dit « Écoutez, messieurs, vraiment, vous ne savez pas la chance que vous avez. Regardez quand même, j'ai avec moi 4 prix Nobel, un médaille Fields. Donc, ce sont ces grands du monde. Pour une fois qu'ils sont à Londres ensemble, ils auraient aimé, même ne fût-ce que pendant 15 minutes, regarder une pièce. » Et le monsieur leur dit « Non, il n'en est pas question, etc. » Et puis, à un moment, ce gardien du musée revient vers mon ami et lui dit « Mais vous me rappelez quelqu'un. Vous n'êtes pas le frère de Zidane ?» Alors, l'autre dit « Oui, je suis le frère de Zidane. » Alors du coup, à ce moment-là, ils se mettent à parler foot. Ils leur disent « Il n'y a pas de problème, vous allez rentrer. » Donc il faut rentrer dans le musée, et pendant 2 heures, ils vont visiter le musée. Donc ça veut dire qu'en réalité, dans ce monde, vous avez beau être un scientifique, même de très haut niveau, très grand, eh bien ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est d'être une vedette de football, une vedette de la télé. Et à ce moment-là, on vous reconnaît, et même d'être le cousin, ce monsieur qui n'était en rien le cousin ou le frère de Zidane, mais à ce moment-là, il y a quelque chose, et à ce moment-là, il se passe quelque chose. Donc c'est ça qui est un peu dommage, et toutes nos sociétés sont victimes de cette hypermédiatisation je dirais, du monde du sport, ou d'hypermédiatisation du monde du cinéma, et cela, je dirais, classe mal nos priorités. Or, quand je dis que le problème notre problème est un problème mondial, c'est ça. L'intellectuel gabonais n'est pas, je dirais, comment dire, dans une phase où il serait mieux traité que l'intellectuel mondial, tout simplement. C'est simplement que nos sociétés ont changé de valeur et que, à la rigueur, on ne comprend pas qu'un individu passe son temps à enseigner ou passe son temps à écrire quelques livres, alors que d'autres gagnent des centaines de millions ailleurs, en faisant ailleurs. C'est le même mouvement qui au fond, nous perturbe avec la politique. Eh bien, faire de la politique, c'est communément entendu dans les pays africains et dans beaucoup de pays du monde comme se faire de l'argent. Par rapport, je dirais, à une situation qui est celle de l'enseignant où il ne gagne pas bien sa vie. Donc, on ne fait plus de la politique, je dirais, pour
faire avancer les idées, on fait alors de la politique pour se faire de l'argent. Et c'est peut-être ça le vrai problème dans nos sociétés, à savoir que le jour où il y aura une sorte de, pas d'équilibre, mais de rapport de force en termes de moyens d'existence entre celui qui fait de la politique et celui qui travaille, eh bien, je pense qu'il y aurait moins de problèmes. Mais je crois que ça, c'est un rêve. Le mouvement dans lequel nos sociétés mondiales sont rentrées est bien le mouvement de ce grand écart qui va de plus en plus se rencontrer entre le monde, je dirais, le monde des intellectuels, si on peut dire ça comme cela, en pensant que l'intellectuel, il y a des intellectuels qui sont très riches parce qu'ils sont médiatisés, et en oubliant bien sûr la grande masse d'intellectuels qui au quotidien enseignent, écrivent, analysent. Professeur, vous disiez que l'Afrique est en mutation, et je souhaiterais que nous retournions un moment dans le passé, à cette Afrique précoloniale, j'irais même loin, à cette Afrique pré-esclavagiste, à cette Afrique d'avant la rencontre avec l'Occident. Car souvent quand on parle de l'intellectuel, on a tendance à le situer à partir de la rencontre avec l'autre. Mais dans l'Afrique traditionnelle, dans le Gabon traditionnel, peut-on parler de figure d'intellectuel ? Je ne peux pas dire que je n'en sais pas trop rien, mais je pense que dans toutes les sociétés, il y a toujours eu des acteurs qui pensaient. Simplement, s'affichaient-ils de la même manière qu'aujourd'hui, avec des métiers dédiés, ou finalement, dans une société où, au fond, tout le monde était capable de faire le même travail que les autres, bien, il y avait quand même ceux qui étaient plus habiles dans l'art de raconter. Il y avait quand même ceux qui étaient plus habiles dans l'art je dirais, des connaissances des secrets de la forêt. Il y en avait quand même qui étaient plus habiles dans l'art de soigner. Et donc je peux imaginer qu'il y avait aussi d'autres qui étaient plus habiles dans l'art, par exemple, de dire des proverbes, dans l'art oratoire, par exemple. Donc je pense qu'il y avait des acteurs et que, il me souvient bien, dans nos villages, que quand vous alliez à traiter des affaires dans un autre village, eh bien, il fallait vous armer, aller chercher celui qui était éloquent, parce que face à l'adversité, ben, il pouvait reprendre les choses et les retravailler pour pouvoir faire en sorte que vous gagniez la partie. Donc tout cela, alors, ce n'est pas tout à fait le rôle d'un intellectuel, mais c'était quand même ceux qui savaient parler, ceux qui savaient dire. Dans ce cas, on pourrait alors considérer le diseur de Montbouang ou Lombomvet comme intellectuel? Je ne peux pas dire. Disons que simplement, il avait forcément une vie de la société, sur la société dans laquelle il vivait, puisque en réalité, il pouvait l'analyser par rapport à ses schémas, par rapport à ses clés, par rapport à sa structuration. Mais je ne peux pas dire que c'était un intellectuel au même titre que nos intellectuels aujourd'hui, au même titre que la définition qu'en a donné Zola, au même titre que la définition qu'en ont donné des acteurs comme Sartre. Justement, parlant de Sartre et de sa conception de l'intellectuel, qui, je le répète, c'est celui qui se mêle de ceux qui ne le regardent pas, et au regard des travaux des différents intellectuels des pays africains et des vôtres en l'occurrence, on pourrait dire que vous vous rapprochez beaucoup de Giambattista Vico évoqué par Georges Ngall dans son roman Giambattista Vico ou le viol du discours africain. Professeur, justement, vos travaux dans le livre que vous avez écrit, Sagesse et initiation à travers les contes, mythes et légendes font, puisent justement son inspiration dans justement la société fond. Vous allez même plus loin, au-delà des contes, mythes et légendes fond. Vous apésantez également dans certains de vos textes sur le Mvet, dont la compréhension est assez ésotérique et assez intelligible et souvent non accessible à tout profane. Oui. Mais vous, dans vos textes, vous éclaircissez certaines zones d'ombre, j'ai envie de dire, vous mettez à nu
le discours de Mvet, vous mettez à nu l'intelligibilité des mythes et légendes font. Est-ce que, tel Batista Vico, vous n'êtes pas là, à votre tour, en train de profaner le savoir gabonais? Est-ce que vous n'êtes pas là, en train de violer le discours gabonais? Est-ce que vous n'êtes pas un intellectuel dangereux, si vous me permettez, pour la culture, pour la tradition gabonaise? Alors d'abord, nous sommes à la confluence de deux mondes, le mode opératoire. Est-il vraiment intellectuel, celui qui garde le secret pour lui? Ça veut dire quelque part, pour revenir à votre définition, c'est que finalement il n'est pas engagé. Parce que pour être engagé, il faut être engagé pour la cause de l'autre. Il faut être engagé même pour la cause, pour l'honneur de l'esprit humain, comme disait l'autre. Et cet honneur de l'esprit humain, ce n'est pas simplement le plaisir de garder mon secret pour moi. Je dis que nous sommes dans une nouvelle société dans laquelle s'est instituée l'école, c'est-à-dire le partage des savoirs, le partage de la connaissance. Et donc celui qui en sait doit pouvoir, je dirais, mettre les autres à l'école. Il doit pouvoir, au fond, leur dire, voilà ce que j'en sais moi. Et ça peut vous aider. À partir de ce moment-là, moi je me suis inscrit plutôt dans ce deuxième mouvement. Je me suis dit, par rapport à ces contes et légendes, que comme tout le monde, j'ai reçu quand j'étais enfant, etc., etc., on ne m'expliquait pas, après avoir raconté l'histoire, ce que ça voulait dire, parce que c'était la magie, au sens du beau récit. Mais je me suis dit, au fond, ces récits ne sont pas de simples récits. Ils disent des choses, ils décrivent des mondes, ils sont structurés de telle manière que ça donne sens. Comment donc interpréter ce sens, au même titre qu'un professeur analyse un ouvrage de Platon, au même titre qu'un professeur analyse un ouvrage de Cheikh Hamidou Kane? Eh bien, comment je peux moi rentrer dans ces contes, dans ces textes traditionnels, les analyser et pouvoir, je dirais, les traduire ce qu'ils veulent dire, en tout cas leurs principales interrogations auprès du commun. C'est cela que j'ai voulu faire. Donc prendre, en me disant, c'est peut-être la chance que j'ai des enfants, j'ai des neveux, etc., que ces enfants-là un jour, eh bien je les prends par la main, comme je prends mes étudiants pour aller lire un texte de Descartes, mais bien là je leur prends par la main en disant, voilà comment on va lire un conte. Et c'est ça que j'ai voulu faire. Non pas garder le savoir pour moi, je ne l'avais pas, mais essayer de l'analyser pour pouvoir, au fond, l'éclairer, donner un éclairage. Sur l'Umvet, c'est pareil. Il est évident qu'aucun joueur du Umvet ne vous donne, je dirais, le secret du Umvet. Ça lui est, d'après ce qu'on nous dit, ça lui est interdit. Mais par contre, à partir du moment où le texte est proféré et récité, les techniques d'analyse de texte peuvent nous amener à saisir l'architecture et donc à essayer de le comprendre. C'est aussi ce que j'ai fait en montrant que l'Umvet n'était pas, certes c'était un pur récit, hein, une pure épopée, mais que dans cette épopée il y a un certain nombre de choses, il y a un certain nombre de niveaux, et voilà ce que ça veut dire. Donc à partir de ce moment-là, je ne dis pas que la vérité que moi je découvre dans l'Umvet est parfaite et immuable, mais je dis en tout cas, voilà ma lecture du Umvet, si ça peut vous aider à mieux le comprendre. C'est ça, ce travail, je dirais, d'un enseignant, d'un enseignant au premier terme du mot, d'un maître d'école qui transmet, qui essaie de mieux comprendre ce qu'il comprend, ce qui est devant lui, et qui essaie de le mettre à disposition des autres. Alors, vous avez cité Sagesse Initiation, c'est montrer que ces textes n'étaient pas simplement de la petite histoire de la fille qui va chercher de l'eau à la rivière, etc., etc., mais ces textes étaient profonds
et qu'il y avait là donc, une véritable réflexion philosophique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin simplement de lire Descartes ou Platon pour connaître comment fonctionne le monde, mais qu'on pouvait aussi, à partir de ces textes-là, les analyser et assortir, je dirais, une intelligence de même niveau, une intelligence aussi forte et aussi pertinente. Ça veut donc dire quelque part, si je vous suis, que vous ne partagez pas le point de vue de certains intellectuels gabonais qui finalement réduisent les mythes africains, les récits africains, ne les prennent pas comme des philosophèmes, pour parler comme Hegel, donc c'est-à-dire au fond des réservoirs où on peut puiser de la pensée, où on peut ressortir de la pensée, où on peut ressortir des chaînes de pensée, mais plutôt comme quelque chose qui reste toujours dans le cadre du village, du corps de garde, et qui ne peut pas être élevé au rang de concept. Ah non, non, moi je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit cela. Je serais plutôt dans le cas contraire. Je pense que si vous voulez, ces contes sont... parce que justement aujourd'hui, quand je les raconte, on n'est plus au village pour les lire. Je les mets dans un livre et on peut justement, et tout individu peut les lire, je dirais, d'où qu'il soit dans le monde. Donc ça veut dire que je les fais partager leur connaissance, et que le récit et les vérités qu'il dégage ne sont plus simplement limitatifs du monde dans lequel il a été proféré. Mais par contre, je dirais, tout le symbolisme derrière, il faut bien le comprendre, pour peut-être mieux comprendre la société fan et montrer aussi son universalité. Dans le rôle de l'écriture, quelque part, c'est qu'on est clair qu'il est destinataire de base, donc le peuple fan, finalement, n'est plus le seul à dire que le reste est pour moi. Dès lors qu'il est mis en écrit, tout le monde peut s'y approprier. J'espère, parce que je pense d'ailleurs que c'est ce qui est intéressant aujourd'hui, et je trouve tout à fait nouveau et pertinent que des locuteurs non-fans, qu'ils soient gabonais ou africains, travaillent sur le verbe. Il devient un objet. Quand c'est le cas de Ropivia qui a travaillé sur le Ropivia et d'autres, parce que je pense que c'est ça qui montre que ça devient un champ de travail. Tant qu'un champ de travail n'est partagé que par les mêmes locuteurs, on en fait une spécificité et au fond, on n'est pas encore vraiment dans le débat scientifique ouvert, mais à partir du moment où cet espace peut être posé à la connaissance de tout le monde et que tout le monde peut y venir, à ce moment-là, oui, quelque chose se passe. Et je pense que c'est vers cette universalité-là que nous devons tous travailler. Nul n'a besoin d'un ghetto, nul n'a besoin d'enfermer le savoir. Et vous savez, quand j'ai écrit sur les jeux de calcul, les gens m'ont dit « Ah, mais comment il aurait pu uniquement ne travailler que sur le jeu de calcul au fond, le son? Pourquoi allait-il se parler de l'Owani ?» J'ai dit, il se trouve que j'ai rencontré des gens au Gabon qui ont joué à l'Owani et justement, il fallait pouvoir en montrer les différences dans le jeu et que c'était ça, l'esprit de la pensée. Vous voyez? Parce que l'Owani, ça venait du Haut-Ogooué, alors certains, même ses collègues, avaient même créé un papier, une tract pour dire mais qu'est-ce qui le fait courir, il doit chercher un poste, etc. Je n'ai jamais cherché de poste, mais je vous dis simplement montrer à travers ce livre qu'il y avait d'autres lieux, et je n'avais pas seulement visité ces lieux-là, j'étais allé dans beaucoup de villes au Gabon pour essayer de rechercher, je dirais, ce qu'il pouvait y avoir comme jeu de calcul, et malheureusement, j'en avais plus trouvé que 2 sur l'espace gabonais. Voilà. Donc, vous voyez, et la vraie question, ce n'est pas de particulariser pour pouvoir, encore une fois, enfermer un savoir dans un espace donné, mais justement de montrer que tout ce qui est là a valeur d'universel, à condition simplement de le mettre devant l'intelligence des autres, de le mettre à la connaissance des autres. Est-ce que le savoir doit être partagé de manière obligatoire ou je pense un tout petit peu aux philosophes platoniciens dans le mythe de la caverne qui découvrent au fond les essences et dans le monde intelligible et qui revient vers la caverne finalement pour informer aux autres de ce qu'il a vu, contemplé. Cette posture-là, vous la partagez, donc finalement, il faut partager le savoir. C'est me faire trop cas de mon niveau de savoir. Je n'ai pas vu les essences. Platon était beaucoup trop fort pour moi. Je suis platonicien tout à fait. Je n'ai pas vu les essences ni les idées parce que malheureusement l'idée c'est ce que nous recherchons.